Alors, on va bientôt démarrer. Juste avant qu'on démarre, un petit mot. Je fais un petit coucou à mon acolyte Laurent qui est dans le public également ce soir et qui nous a fait remarquer juste avant qu'on vous ouvre la salle d'attente, et ben qu'aujourd'hui c'est un Proxy Monday un peu spécial, tout simplement parce que ça fait aujourd'hui un an qu'on a démarré. Voilà, un an que vous êtes pour certaines et certains réguliers à nous suivre, un an de conf avec des salariés différents toutes les semaines ou presque, avec quelques coupures pendant les vacances scolaires. Merci aussi aux intervenants qui se sont prêtés à l'exercice. Il y en a certains aussi dans le public. Sans vous, on ne serait pas allé bien loin. Voilà, aujourd'hui, après un an, c'est un très beau succès pour Proxiad, avec pas mal de monde, pas mal d'abonnements en plus sur notre chaîne YouTube, sur notre page LinkedIn, ce qui nous permet aussi finalement de montrer à l'extérieur ce que nous, on savait déjà à l'intérieur, à savoir que nos salariés, nos collègues, ils ont du talent. Voilà, donc encore une fois, pour celles et ceux qui n'auraient pas franchi le cap parmi nos collègues, n'hésitez pas, venez nous en parler, venez en discuter avec nous. Il n'y a rien de mystique, rien d'insurmontable dans l'exercice. Au contraire, tous celles et ceux qui y sont passés disent que c'est plutôt facile comme exercice. Donc n'hésitez pas. Et puis pour celles et ceux qui ne seraient pas encore salariés de Proxiad, j'ai envie de vous dire, personne n'est parfait. Et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute. Ce sera avec grand plaisir. Je vais arrêter là cette page de publicité. Donc, et ce soir, je suis à nouveau pas tout seul. Moi, je m'appelle Vincent. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est vrai que c'est marqué Proxiad Group au-dessus de mon nom. Ce soir, je suis pas tout seul. Je suis avec Grégory. Salut Grégory, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Eh ben, écoute, impeccable. Alors, de quoi on va parler ce soir, Grégory? Donc, on va parler de cybersécurité, une initiation et le sous-titre, on ne peut pas lutter contre ce l'on ne connaît pas. Et donc, on va essayer de connaître un peu ce qu'il y a derrière la cybersécurité et notamment les vulnérabilités. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je vais te laisser la parole. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions via le chat. Je me chargerai de les transmettre à Grégory. Et en fin de conférence, comme d'habitude, on laissera un petit temps de questions-réponses pour ceux qui le souhaitent en réactivant leur micro. Eh ben, Grégory, c'est parti, c'est à toi. Très bien. Merci à tous d'être là et bonsoir. Donc, je vais vous parler de cybersécurité. Donc, au niveau du sommaire, je vais présenter brièvement ce qu'est une vulnérabilité dans le cadre de la cybersécurité. Je vais vous parler de sa vie avant sa déclaration officielle. Je vais vous parler de sa déclaration officielle et de la déclaration d'un identifiant unique. Ensuite, je vais vous présenter la National Vulnerability Database, qui est une base de données qui reprend l'intégralité des vulnérabilités. Et enfin, je vous parlerai de quelques outils qui permettent de détecter de manière automatique les vulnérabilités. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'une vulnérabilité? Une vulnérabilité ou une faille est une faiblesse dans un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité de ce système. Donc, concrètement, c'est un bug qui est dans une application ou dans un système d'exploitation et qui permet donc de porter atteinte au système, donc au serveur, à la machine, à l'hôte du système d'exploitation ou de l'application. On peut par exemple faire de l'injection SQL, donc ça permet d'injecter du code SQL, du cross-site scripting, ou ça peut être une élévation de privilèges, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir des droits supplémentaires à ceux qu'on a normalement sur ce serveur. Donc une vulnérabilité, elle peut permettre par exemple d'exécuter un code non autorisé, d'accéder aux informations du système, mais aussi de voler, de modifier ou de détruire des données. Du ransomware parfois. Donc, je vais vous parler maintenant de sa vie avant la déclaration officielle. Donc, tant que la vulnérabilité n'est pas connue par le public ni par la société éditrice du logiciel, on parle de vulnerability zero day. Donc, quand on parle d'une zero day, c'est une vulnérabilité qui n'est pas encore connue. Donc, on n'a pas connaissance de cette vulnérabilité et aucun patch ne protège de cette vulnérabilité. Tant qu'elles ne sont pas connues, elles sont existantes, mais non encore connues, je vais dire, du grand public ou
du système de sécurité, dont on verra après. Elles peuvent être revendues à des hackers pour exploitation illicite ou à des sites plus recommandables dans l'intérêt général. Un exemple, c'est un site Zero Day Initiative. C'est un site sur lequel on peut déclarer une vulnérabilité et gagner de l'argent en déclarant cette vulnérabilité. On peut aussi parfois, pour une vulnérabilité existante, ben, voir que cette vulnérabilité existe aussi sur une autre application. Donc, on l'a trouvée sur une application X et en fait, on va la tester sur une autre application ou sur un autre OS et on va pouvoir voir que cette vulnérabilité est aussi présente et c'est un moyen de gagner de l'argent d'une manière tout à fait normale dans l'intérêt général, on va dire. Parce qu'après, on va voir, tant qu'elle n'est pas officielle, elle est là. Certaines peuvent rester plusieurs mois et être exploitées. Néanmoins, elles ne sont que transitoires. C'est-à-dire que forcément, une vulnérabilité zero day, c'est transitoire. Au bout d'un moment, cette vulnérabilité va être connue. Donc, elle va cesser d'être zero day dès qu'elle sera identifiée par la communauté de la sécurité informatique. À partir de ce moment, un identifiant unique va lui être attribué. Donc, il y a toute une vie un peu dans le dark pour une vulnérabilité tant qu'elle n'est pas connue. À partir du moment où elle est connue, tout va changer. On va lui donner un identifiant unique. Et c'est Mitre, qui est un organisme à but non lucratif américain, qui va déterminer un identifiant unique. Donc l'identifiant d'une CVE, c'est des choses certainement que vous avez déjà certainement pu voir, c'est avec de la forme CVE-AAAA-plusieurs N. Donc le CVE, c'est pour Common Vulnerabilities en Exposure, donc c'est tout le temps CVE pour dire c'est un identifiant de CVE. Les 4 lettres de A sont pour l'année de publication de la CVE. Donc, toutes les CVE qui seront découvertes en 2021 commenceront par CVE-2021, un numéro d'identifiant unique pour l'année. Donc, une CVE 2017-12357, ça veut dire que c'est une CVE qui a été déclarée en 2017. Elle existe, elle est toujours présente, elle est toujours connue avec cet identifiant-là. Cet identifiant unique permet de faire des recherches croisées entre plusieurs sources d'informations. Grâce à ça, on va plus différents sites qui vont donner de l'information sur des CVE ou qui vont l'expliquer ou qui vont pouvoir corriger cette vulnérabilité, vont tout le temps faire référence à ce même identifiant unique. Donc, par exemple, on va voir sur le site Mitre, ici, une CVE, donc une CVE qui est 2020 1472. Donc là, je me retrouve sur le site Mitre qui détermine l'identifiant de la CVE. Donc, elle va me donner des informations et voilà, va me donner une information, une description de la CVE. Et l'intégralité des CVE vont être présents sur ce site Mitre. Donc, si je vais... tout de suite, après, on va voir que ici, sur le site Mitre, on va avoir un lien directement vers la NVD. Donc, NVD, la National Vulnerability Database, c'est un site différent, c'est un organisme différent. Mais en fait, la NVD est complètement synchronisée avec Mitre. Et la National Vulnerability Database, c'est donc aussi une entreprise américaine qui va standardiser les données sur les CVE, qui va être alimentée en temps réel par Mitre et qui met à disposition gratuitement toutes les données. Il existe d'autres sources de données, mais la plus fiable, ça va être NVD, parce que c'est vraiment NVD qui fait référence, qui est référencé par Mitre, et Mitre va synchroniser immédiatement avec cette base. J'ai pu contrôler sur d'autres bases de données qui hébergent l'intégralité des vulnérabilités, et la plus complète est bien NVD. Donc, je veux dire, c'est la base de référence.
Donc, quand on est sur Mitre, on va avoir un lien vers NVD. Voilà. Et on va avoir, pour y accéder, on va pouvoir avoir dans l'URL en fait l'identifiant de la CVE. Si je change d'identifiant dans l'URL, je vais me retrouver sur une autre vulnérabilité. Sur cette National Vulnerability Database, on va trouver une description. Donc, je vais retourner sur la 1472. Donc, on va retrouver ici une description. Donc, là, c'est une CVE qui va permettre d'avoir une élévation de privilèges. Donc, on va avoir une description qui va être déterminée pour chaque vulnérabilité. Ensuite, on va avoir une note de risque, ce qu'on va appeler une CVSS pour Common Vulnerability Scoring System. Donc, c'est une note ici qui va être de 10, c'est le maximum. Donc, elle pourra varier entre 0 et 10 et ça va déterminer de manière universelle et de manière une note de risque pour cette vulnérabilité. Donc, plus elle va être élevée, donc proche de 10, plus elle va être risquée, plus elle va être proche de 0, moins elle va être risquée. Il y a une norme V3, je vais vous parler un peu de la manière dont on la calcule. Donc, je vais définir des arguments, voilà. Hop. Donc, ici, on a une note, par exemple, qui est de 7,1. On va avoir dans cette note une exploitabilité qui est de 1,3. L'exploitabilité, ça va représenter la difficulté pour utiliser cette vulnérabilité, pour exploiter cette vulnérabilité. Donc, plus l'exploitabilité va être forte, plus ça va être facile d'exploiter la vulnérabilité. Donc, on va voir ici l'ensemble des critères qui déterminent l'exploitabilité. Le premier critère, ça va être est-ce que l'exploitabilité est accessible depuis le réseau? Donc, si là, elle est accessible depuis le réseau, ou alors il faut être sur un réseau adjacent, ou alors il faut être en local sur la machine, ou alors il faut être physiquement sur le serveur. Donc, si je dis on est physiquement sur le serveur, bah, forcément, la vulnérabilité va baisser, hein, donc le risque va baisser et l'exploitabilité a baissé. C'est forcément moins exploitable puisque pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, il faut être physiquement sur le serveur. Il suffit d'être sur le réseau, donc sur le réseau Internet, bah là, forcément, la vulnérabilité le risque donc, de scoring va augmenter. On arrive à 7,1 et l'exploitabilité augmente aussi. Ça va être plus facile de l'exploiter parce qu'il faudra être sur le réseau et il y a des bots qui vont pouvoir scruter l'ensemble des serveurs accessibles sur Internet et voir si cette vulnérabilité est existante. Le deuxième critère, ça va être un critère de complexité. Donc, ils ont déterminé que deux niveaux, soit la complexité d'attaque est faible, soit elle est high. Donc, si elle est faible, on voit que la vulnérabilité augmente, hein, le risque augmente, il passe à 8,2 et l'exploitabilité augmente. Donc, c'est plus risqué, c'est plus facile. Si la complexité de cette vulnérabilité est forte, du coup, l'exploitabilité va baisser, ça va être plus complexe d'utiliser cette vulnérabilité et la note de score va aussi baisser. Le troisième critère, ça va être est-ce que des privilèges sont requis? Donc, s'il n'y a aucun privilège requis, la note est la plus élevée, alors que s'il y a des privilèges importants qui sont nécessaires pour utiliser cette vulnérabilité, alors l'exploitabilité va baisser entre non, ça vaut 1,6 et height, c'est 1. Donc, ça va être plus complexe de l'utiliser. Le quatrième critère, c'est est-ce qu'un humain est nécessaire pour exploiter cette vulnérabilité? Alors, sinon, la note est à 7,2. Si un humain est nécessaire, on passe à 6,8, donc c'est logique. Si un humain est nécessaire, ça va être moins risqué parce que ça va être quand même plus complexe de pouvoir
tester des milliers de serveurs. D'autres critères, est-ce que le scope, il va rester inchangé? Dans ce cas-là, on a 5,3. Est-ce que le scope peut être changé? La vulnérabilité va augmenter. Est-ce que des données confidentielles, il peut y avoir un impact qui va être haut? Pareil, ça va augmenter. Voilà. Est-ce que ça peut porter naissance à porter à l'intégralité du serveur? Pas du tout. Un impact faible ou un impact fort. Voilà, on va voir que la note de score va augmenter. Donc, à chaque fois qu'on va retrouver une vulnérabilité, on va avoir en fait l'ensemble de ces sous-critères pour calculer cette note de score, mais on va retenir cette note de score qui est globale et qu'on va retrouver sur tous les sites quand on parle d'une vulnérabilité. Et on va parler d'une vulnérabilité avec une CVSS de 7,5 ou de 8. Voilà. C'est un critère qui varie de 0 à 10, qui est une norme internationale et qui va déterminer la criticité de cette vulnérabilité. Un autre argument qu'on va retrouver dans cette National Vulnerability Database, ça va être le CWE pour Common Weakness Enumeration. Donc, on va voir ici sur NVD, on va voir que le CWE ici, donc ça va être une sorte de catégorisation de cette vulnérabilité. Donc là, ça va être une CVE qui va impacter sur les privilèges qu'on pourra obtenir sur le serveur. Donc, il existe toute une référence de catégories qu'on va retrouver sur NVE. Donc, on va retrouver l'intégralité des catégories. Il y en a beaucoup, je sais pas, je dirais environ 200 catégories. Parfois, ça arrive qu'une vulnérabilité soit rattachée à 2 catégories parce que elle peut toucher 2 choses. Une des catégories, par exemple, c'est de l'SQL injection, du cross-site scripting, voilà, le type de catégorie de la vulnérabilité. Quelque chose qui va être plus parlant, on va retrouver, ça vient de Mitre, on va retrouver le top 25 des vulnérabilités, donc d'après Mitre, qui sont les plus dangereuses. Donc, on va retrouver avec un score donc, largement en tête le cross-site scripting. Ici, quand on est une écriture en out of bounds, on va retrouver de l'SQL injection, on va retrouver voilà, un proper authentication. Tiens, je t'interromps une seconde, Oui, Grégory. On a une petite question de Cécile qui nous demande, effectivement, elle dit assez naïvement, mais finalement, je me pose la même question. Cette base de données, est-ce que ce serait pas finalement une mine d'or pour un esprit malveillant? Quelqu'un qui se dit, voilà, je suis un hacker, je sais pas trop par où commencer, est-ce que j'irai pas voir cette base de données tout pour à fait. pouvoir savoir Tout où à fait. on va? Mais je suis complètement d'accord et je vais vous montrer quelque chose après qui va encore aller plus dans ce sens-là. Donc, oui, tout à fait, mais il faut être conscient que ça existe et donc que c'est très facile on va voir, d'exploiter certaines vulnérabilités. Et je vais vous montrer quelque chose après. Bah, c'est vrai que souvent on nous disait, et je termine là-dessus pour finir de répondre à Cécile, on était sensibilisés nous à la cybersécurité, et on nous dit souvent que l'une des premières choses à faire, c'est de faire les fameuses mises à jour Tout à fait. de l'OS très régulièrement. Vous savez, ces petites mises à jour en bas sur lesquelles on appuie tout le temps sur retarder ou on le rappelle plus tard. Et ben en fait, effectivement, les mises à jour, elles comprennent souvent des correctifs pour des failles de sécurité qui ont été révélées. Donc à partir du moment où on ne met pas à jour, on s'expose à ce que quelqu'un puisse voir dans ces fameuses bases de données et puisse vous attaquer. Tout à fait. Je te laisse poursuivre, hein, Ouais. Grégory, désolé Je vais pour la suite. je vais reparler de ça après. Je t'en prie. Euh, Voilà, donc on va trouver pareil une mine d'or dans cette base. On va retrouver ce qu'on appelle le CPE pour le Common Platform Enumeration. Euh, donc je vais vous montrer un peu, c'est une norme qui est déterminée par des spécifications. Je vais vous montrer voilà, par l'exemple, ça va être assez facile de la comprendre. Donc en fait, c'est une norme qui va être donc le CPE, 2,3 pour la norme. Donc ici, il va y avoir un premier caractère pour dire ça touche une application. Ensuite, séparé par 2 points, on va avoir le vendeur. Quel vendeur
est touché par cette CVE. Donc là, ça va être sur le vendeur Microsoft. Ensuite, on va voir sur quel produit. Donc là, on va savoir que c'est sur Microsoft Office, donc c'est sur le produit Office, et après, on va voir du détail sur la version, sachant que les 3 premiers sont les principaux. Donc là, on voit que c'est une manière de noter l'ensemble des applications, l'ensemble des OS qui existent dans le monde entier. Donc là, on voit que c'est application, le vendeur, Microsoft, et le produit Office. On va pouvoir voir un autre exemple ici où ça va commencer par O, qui va être pour Operating System, donc système d'exploitation, le vendeur Microsoft et Windows 7. Donc on va savoir que cette vulnérabilité est touchée par le produit Windows 7. Ça peut être aussi du hardware. À ce moment, ça commence par H. C'est beaucoup plus rare. La majorité, je vais dire que la majorité, façon, soit sur les applications, soit sur des systèmes d'exploitation. Et en effet, Microsoft a un record du nombre de vulnérabilités sur son OS. Donc, je vais vous montrer des exemples ici. Donc, on va voir la vulnérabilité 2021-21154. Fermer tout ça. Donc, en fait, on peut aller sur la base et en fait, dans l'URL, on met cet identifiant de CVE. On va voir ici que cette CVE, donc toujours pareil, on va retrouver une description de la CVE, une note de score, donc c'est les CVE très risqués, là, 9,6 sur 10. On va retrouver la catégorie et on va retrouver ici, en fait, quelles sont les applications qui sont touchées par cette vulnérabilité. Donc là, on voit que c'est une vulnérabilité qui touche Google Chrome. Donc pour A, Google Chrome. On va avoir des informations encore plus précises qui vont dire que ça touche jusqu'à la version 88. Donc toutes les versions inférieures à la 88.0.43 seront touchées par cette vulnérabilité. Mais on va voir que cette même vulnérabilité va toucher aussi un OS qui est l'OS Fedora, bon, beaucoup moins connu, hein. Mais en fait, c'est au départ certainement, elle a été trouvée sur Google Chrome et quelqu'un a testé cette vulnérabilité sur d'autres applications d'OS et ils se sont aperçus que ça touchait aussi l'OS Fedora. Si j'en prends une autre, 155. Donc ça, c'est une autre vulnérabilité qui va toujours avoir une description, une note qui est aussi de note 2,6. Donc là, c'est une vulnérabilité proche, hein, les identifiants se suivaient, qui touche aussi, alors là, on va voir, c'est un cas particulier encore, où ça va toucher Google Chrome, mais running on, donc uniquement si ça tourne sur Microsoft Windows. C'est-à-dire que si c'est Google Chrome sur du Linux ou sur un autre système d'exploitation, ben, la vulnérabilité ne va pas exister. Donc cette vulnérabilité n'existe que sur Google Chrome et sur Microsoft Windows, quand ça tourne sur Microsoft Windows. Donc voilà, il n'y a rien de plus, c'est le cas le plus compliqué. Mais systématiquement, habituellement, on a une liste d'applications qui sont touchées par cette vulnérabilité ou une liste d'OS. Hein. Si je repars, par exemple, sur la 2020-1472, donc ça, c'est une vulnérabilité beaucoup plus courante, voilà, qui va toucher plusieurs systèmes d'exploitation. Donc ça touche Microsoft, Windows globalement, mais Windows Server 2008, 2012, 2016 et 2019. Voilà, voilà 4 OS et ça touche aussi Linux en version 14, 16, Ubuntu et 18. Voilà, donc ça touche. C'est une grosse vulnérabilité. Hein. C'est là qui a été très importante, enfin, qui a été exploitée fortement en fait.
Voilà, donc on va retrouver encore d'autres informations. Et deux informations très importantes. On va retrouver qu'une exploitation est connue. Donc là, je vais aller sur cette CVE 14882 qui a été découverte en 2020. Une note de risque de 9,8. Je n'ai pris que des vulnérabilités critiques en exemple. Ça touche quoi? Ça touche l'application WebLogic. Donc, c'est sur le serveur d'application WebLogic de chez Oracle, du vendeur Oracle, dans différentes versions, en version 10, 12 et 14. Donc, ça touche quasi tous les serveurs WebLogic. Et en fait, ici, on va avoir une liste de liens qui vont être des liens qui vont être en référence avec cette vulnérabilité. Donc, on va retrouver ici des liens qui vont être des exploitations. Donc, ils sont typés de type exploit. Et si je vais sur un lien, hop, ils vont me dire oui, je quitte NVD. Je vais aller sur le lien. J'arrive sur un site PacketStorm et ils vont m'expliquer complètement comment je peux exploiter cette vulnérabilité. Donc, à partir du moment où une vulnérabilité est connue et donc Mitre lui a donné un identifiant, en 2020, un identifiant comme ça, la base de données NVD va recenser l'ensemble des informations. Une exploitation est connue, donc cette vulnérabilité devient très très facile à exploiter. C'est-à-dire que là, n'importe qui va trouver cette vulnérabilité et là, je sais quel code je dois appliquer pour exploiter cette vulnérabilité. Donc, à partir du moment où une exploit, on dit, est existante, la vulnérabilité devient très très critique et donc il faut tout faire pour corriger cette vulnérabilité. Un autre lien très important qui va être est-ce qu'un patch est disponible? Donc, si je retourne encore sur cette vulnérabilité, je vais retrouver tous des liens. Ça va être des liens vers le CERT, qui est un organisme important dans la cybersécurité. Et donc, toujours pareil ici, je vais retrouver l'ensemble des tags. Et il y aura un tag qui va être un patch. Donc, ça veut dire que ça va m'emmener vers un site. Donc, comme ça touche fortement Microsoft, je vais me retrouver en partant sur ce lien de type patch sur le site Microsoft qui référence cette vulnérabilité et qui va dire, donc c'est un patch, donc c'est un code qui va permettre de corriger cette vulnérabilité. Donc ils vont un peu expliquer voilà, un site concrètement comment fonctionne la vulnérabilité, mais ce qui va être très important, on va voir tout en bas ici. Donc là, je suis sur un site Microsoft. La vulnérabilité était présente chez eux. Donc Mitre va dire elle est présente chez Microsoft, mais c'est bien sûr Microsoft qui va mettre à disposition un patch correctif pour cette vulnérabilité. Donc là, on va voir pour tous cette vulnérabilité en fonction de l'OS, pour Windows Server 2012, pour Windows Server 2016, il va y avoir quel KB il faut installer. Donc, on est chez Microsoft, c'est le système comme ça, on parle de KB dans d'autres versions, on va parler de la version, pour Google Chrome, de la version 88.5 et la version d'après, ce sera 88.6. Pour Windows, ça ne fonctionne pas pareil. Ils vont parler de KB. Donc ici, je vais cliquer sur cette KB. Voilà. Et je vais pouvoir, donc ils vont m'expliquer comment cette KB fonctionne, et je vais pouvoir la télécharger pour l'installer sur mon serveur ou sur mon poste de travail pour pouvoir corriger cette vulnérabilité. Ce que va faire Microsoft, c'est spécifique à Microsoft, mensuellement, ils vont sortir des KB dans le Patch Tuesday qui vont reprendre l'intégralité des corrections de vulnérabilité du mois d'avant. Donc ça, ici, je vais avoir le lien vers le patch qui va corriger cette vulnérabilité.
mais Microsoft va une fois par mois sortir une KB globale, une superseed, on appelle ça, qui va reprendre l'intégralité des vulnérabilités. On a ça en fait finalement pour tous les logiciels, c'est-à-dire que bah, on va sortir un patch d'urgence pour corriger cette vulnérabilité, comme quand on corrige un bug, hein, on va sortir la 1. Si on était en 1.3.12, on va sortir la 1.3.13. Mais bien sûr, quand on va sortir la 1.4, on va reprendre l'intégralité de tous les bugs qui ont été corrigés dans les versions précédentes. Donc voilà pour cette base de données NVD. Donc en effet, c'est une mine d'or, mais c'est quelque chose qui est accessible complètement gratuitement et de manière transparente. Et donc oui, ça va jusqu'à des exploitations où ils vont nous expliquer noir sur blanc comment profiter de cette vulnérabilité. Donc je dirais qu'il est très facile d'être un hacker maintenant. On a vu des hôpitaux qui se sont fait hacker. S'ils ne mettent pas à jour leur système d'exploitation, leurs applications, il est vraiment très facile d'exploiter des vulnérabilités sur des OS qui ne sont pas mis à jour, hein, des systèmes d'exploitation qui ne sont pas mis à jour. Donc l'ensemble des données de NVD sont disponibles et ils les mettent à jour. Donc on peut se synchroniser pour si on est en mission dans une entreprise pour pouvoir réceptionner quotidiennement l'ensemble des vulnérabilités présentes et avoir un flow de toutes les NVD. Donc on peut s'abonner à ces données. NVD nous permet aussi de faire des recherches en ligne. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc, on va partir en niveau avancé. Je veux, par exemple, sur Apache, donc sur le vendeur Apache, je sélectionne sur le vendeur Apache, je vais choisir sur le serveur d'application Tomcat. Je vais chercher Tomcat. Voilà. OK. J'ai juste sélectionné ça. Hein. Je suis sur un site de recherche de vulnérabilité sur NVD. Voilà, je vais faire search. C'est en train de chercher. Donc là, il va me sortir. Vous voyez que sur Apache Tomcat, hein, qui est un serveur d'application connu, vous voyez le nombre de vulnérabilités, c'est-à-dire que là, j'en ai, je ne sais pas combien, une vingtaine, et j'ai plus que 10 pages, donc on a plus de 200 vulnérabilités sur Apache Tomcat, et donc on a les dernières. Ici, voilà, on a une vulnérabilité créée en 2021. En 2021, il y a eu 3 vulnérabilités sur Apache Tomcat. En 2020, 1, 2, 3, 4, 5, enfin, voilà, il y en a eu d'autres. Donc c'est vraiment quelque chose, il existe beaucoup de vulnérabilités sur beaucoup d'applications et beaucoup de systèmes d'exploitation. Si je vous fais une autre recherche, voilà, je vais chercher sur Microsoft. Donc ici, Reset CPO. Je cherche sur Microsoft. Voilà. Je vais rechercher sur Windows 10. Alors là, je pense que vous pouvez vous douter, ça va être un peu la cata. Il va y avoir énormément de vulnérabilités. Bon, je ne trouve pas Windows 10. Si, j'ai trouvé Windows 10. Je recherche. On va y trouver aussi les vulnérabilités pour tout système d'exploitation, donc aussi pour les applications mobiles, sur Google Android. C'est bien multiplateforme, multi-OS. C'est complètement... ça reprend l'intégralité des vulnérabilités, quel que soit l'OS, quelles que soient les applications. Donc ici, on est sur Microsoft Windows 2010. Je suis sur la base de données NVD. Je lui dis, donne-moi l'ensemble des vulnérabilités qui touchent Windows 2010. Donc on voit ici, quand on prend des vulnérabilités au hasard, que les notes de score qui varient entre 0 et 10, bon,
globalement, elles sont plutôt, enfin, elles ne sont pas toujours comme les exemples précédents que je vous ai montrés à 9,8 ou 10. Ici, on a des vulnérabilités donc un peu moins risquées. Mais vous voyez, en 2021, voilà, hein, une page, je vais sur 2 pages, la page 2, on va voir qu'il y a énormément de vulnérabilités rien qu'en 2021 sur Windows 2010. Pour vous rendre compte du nombre de vulnérabilités. Donc là, quel que soit tout OS, une même vulnérabilité, hein, je vous ai montré tout à l'heure des exemples, peut toucher plusieurs applications ou plusieurs OS. Une vulnérabilité a toujours un identifiant unique qui est donné par Mitre. Et donc, ici, on voit des statistiques depuis 1999. C'est depuis NVD ne propose pas de données avant. Donc, on voit qu'on était environ à moins de 5000 vulnérabilités nouvelles, hein, déclarées par an. Mais et maintenant, on est à 15 000, hein, on stagne autour à peu près de 15 000 vulnérabilités différentes annuelles qui sont existantes et trouvées par des personnes qui cherchent des vulnérabilités et qui déclarent ces vulnérabilités. Bien sûr, Microsoft, des fois, eux aussi cherchent leurs vulnérabilités, hein. Ils ont des personnes qui travaillent sur la sécurité et qui recherchent des vulnérabilités chez eux. Voilà, donc il y en a beaucoup. Donc maintenant, on sait qu'une vulnérabilité, qu'il y a des vulnérabilités qui touchent tel OS. Mais maintenant, j'ai un serveur. Mon serveur, il est sur Linux. Il a une application, un serveur d'application. Il a une base de données. Et donc, il a différentes applications. Et comment je fais pour savoir quelles sont les vulnérabilités qui existent sur ce serveur? Donc pour ça, il y a des outils qui nous permettent de détecter ces vulnérabilités. Je vous ai mis quatre exemples, Trend Micro, Cortex, Prisma et Wazoo. On appelle ça des agents ou des EDR pour Endpoint Detection and Response. Le principe est toujours le même. Il y a un agent, donc une petite application, qui va être déployée localement sur le serveur ou sur le poste de travail. Et il va y avoir une console qui va nous permettre de visualiser l'ensemble des vulnérabilités qui sont présentes donc, sur ce serveur ou sur cette application. Je vais vous parler un petit peu plus particulièrement de Wazoo, parce que c'est un open source. Et voilà, si je peux en faire la promotion, c'est une bonne chose. On utilise celui-là. On utilise pour l'instant plusieurs outils pour un peu les comparer, mais celui-là est un open source et donc on peut l'installer gratuitement. Donc le principe ici, un petit schéma d'architecture, on va avoir donc l'agent Wazoo qui va être déployé sur le serveur, qui fonctionne ou ça peut fonctionner bien sûr sur le cloud, hein, sur des machines virtuelles. Ce petit agent va pouvoir communiquer avec un serveur Wazoo qu'on va devoir déployer localement pour pouvoir visualiser l'ensemble des vulnérabilités sur l'ensemble de nos serveurs, hein. Donc, c'est une société à 200 serveurs. Bon, on va avoir 200 agents, un sur chaque serveur, et on va avoir un serveur spécifique Wazoo qui va nous permettre de communiquer avec l'ensemble de ces agents. Ces serveurs, en fait, ce serveur Wazoo va aller lire différentes sources de données, des données notamment de National Vulnerability Database, mais aussi des données de chez Microsoft, des données de chez Red Hat, qui eux aussi publient l'ensemble des patchs pour qui les concernent. Et donc, va aller lire ces informations et va pouvoir nous dire, sur ce serveur X, il y a une petite donnée il y a une base de données sur Elasticsearch et on a un petit Kibana qui nous permet de visualiser ces données, va nous dire, sur ce serveur, il y a 10 vulnérabilités qui sont présentes.
avec tel identifiant, telle description, tel risque. Et ça nous permet d'avoir une visibilité sur quelles sont les vulnérabilités et de pouvoir y remédier. Justement, comment on peut corriger une vulnérabilité? On l'a un peu dit tout à l'heure, plusieurs possibilités. Donc, la meilleure possibilité, ça va être de patcher la machine. Vincent nous l'a dit tout à l'heure. On a souvent des rappels sur les téléphones mobiles, sur notre système d'exploitation, sur Google Chrome, sur Internet Explorer, sur toutes les applications que vous pouvez utiliser. Un update est disponible. Est-ce que vous voulez l'installer? Donc, parfois, ça nécessite en installant ce système de redémarrer le serveur. Parfois, il ne faut pas redémarrer le serveur. Par exemple, comme Google Chrome, on installe la nouvelle version. Simplement, il va fermer l'ensemble des onglets. Il va proposer de réouvrir l'ensemble des onglets. Donc, pour corriger une vulnérabilité, on va devoir patcher une nouvelle version. Une nouvelle version peut patcher une ou plusieurs vulnérabilités. Donc ça va dépendre de l'application qui développe, enfin de la société qui développe l'application ou qui développe le système d'exploitation. Est-ce qu'ils vont livrer 3 versions différentes pour 3 vulnérabilités qui arrivent à peu près en même temps, ou est-ce qu'ils vont décider de faire une seule livraison qui va corriger les 3 vulnérabilités? Dans tous les cas, de toute façon, en allant sur le site de l'application, ils vont nous préciser, ils vont faire une release note que dans ce patch, il y a telle vulnérabilité qui sont corrigées. Et toujours, ils vont reprendre cet identifiant unique, CVE, l'année de découverte de la CVE, un numéro unique. Un autre moyen de corriger la vulnérabilité, donc on peut patcher, c'est la solution numéro 1, c'est la solution qu'il faut faire par défaut. Parfois, on ne peut pas patcher, alors parce que la vulnérabilité est connue, elle existe sur NVD, elle est connue, mais le logiciel, par exemple, sur Windows 2008, parfois en entreprise, on a encore des serveurs dessus, on a des OS en fin de vie, c'est le cas pour Windows 2008, et Windows ne propose plus de correctifs. Donc ça veut dire que Windows dit moi, cet OS est en fin de vie et donc je ne vais plus livrer de patch correctif, même si on me dit qu'il y a il est connu qu'il y ait des vulnérabilités dessus, je ne les patche plus. Donc, bien sûr, ces OS en fin de vie sont très, très, très risqués. C'est-à-dire que là, il y a des vulnérabilités qui sont connues, il y a des exploitations qui sont connues pour les utiliser et il n'y a plus de patchs de sécurité qui sont livrés. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est désinstaller. Désinstaller pour installer une nouvelle version d'OS, quand c'est un OS, mais parfois aussi, c'est désinstaller. Il y a plein de serveurs qui vont avoir Internet Explorer. Internet Explorer est bourré de vulnérabilités. Et un des moyens de corriger ces vulnérabilités, c'est tout simplement là de désinstaller l'application. Donc, par exemple, en désinstallant Internet Explorer sur notre poste ou sur un serveur qui est souvent plus risqué, il y a des données plus sensibles forcément, on va pouvoir corriger cette vulnérabilité. Il y a un troisième moyen qui est utile en entreprise, c'est il y a des sociétés qui vont proposer de faire du virtual patching. Donc, par exemple, c'est Trend Deep Security, c'est une société japonaise qui va vendre un outil qu'on va devoir installer sur le serveur sur lequel on veut protéger et qui va nous faire du virtual patching. C'est-à-dire que cet agent a des règles qui va permettre de détecter si une attaque, si ce qui se passe sur ce serveur ressemble à une attaque, une exploitation de tel CVE, donc qui connaît, et à ce moment-là, il va bloquer cette attaque, ou alors il va prévenir suivant la façon dont on le configure. Donc en fait, il y a un ensemble de règles qui sont proposées par défaut pour du virtual patching. On peut rajouter des règles.
bien sûr, automatiquement, la société met à disposition des nouvelles règles parce qu'il y a des nouvelles CVE qui sortent. Donc, un des moyens, par exemple, on a un Windows 2008 en entreprise qui est en fin de vie et on ne peut plus le mettre à jour parce que tout simplement, Windows ne propose plus de patch de sécurité pour corriger l'ensemble des vulnérabilités. Donc là, une des solutions, ça peut être d'installer un outil qui va nous permettre de faire du virtual patching, hein, donc qui va détecter et bloquer des attaques qui vont arriver sur ce serveur, va les reconnaître et va les bloquer avec des règles. J'ai fini ma présentation. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Grégory. Alors, on a Papy Sompo qui nous demande s'il est possible d'avoir le lien qui reprend les process à utiliser par les attaquants sur les vulnérabilités. Oui, sur les exploitations, c'est ça, je pense. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Ouais, sur les exploitations, bah là, en fait, c'est sur le site, tout est sur le site NVD. Et NVD va référencer des sites différents qui vont permettre de donner des exploitations. L'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, c'était sur PacketStorm Security. C'est celui-là, PacketStorm Security, mais d'autres sites proposent des exploits. Je pense que si je vais sur Internet et je tape exploit CVE, bah, exploit DB, bon, ça va sortir. Donc, on va voir différents, on va retrouver exploit DB, quoi. Exploit, c'est une database qui va reprendre des exploitations de vulnérabilité, quoi. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la base NVD qui va centraliser de manière certaine l'ensemble des vulnérabilités et qui va après faire référence à des exploitations qui sont, je dirais, certifiées par cet organisme. Et ben c'est ce que oui, Nicolas, effectivement, c'est tout à fait ça. Il faut que c'est mieux de passer, enfin, c'est plus simple de passer par NVD pour trouver les exploits, Tout à pour fait, faire ouais. plus simple. Merci, Papy, ça répond à ta question a priori. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, je vais maintenant, comme je vous l'avais promis, vous laisser la possibilité de réactiver vos micros pour celles ou ceux qui le souhaiteraient et échanger avec Grégory. Si jamais vous deviez nous quitter avant de partir, n'hésitez pas, on a l'habitude de faire un petit rôti, de laisser nous un chiffre entre 1 et 5. 1 voulant dire j'ai perdu mon temps et 5 j'ai passé un super moment, ça nous aide toujours à nous améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez réactiver vos micros et puis juste avant de quitter, en tout cas, prenez le temps de mettre un petit chiffre entre 1 et 5, ce serait super sympa. Alors, est-ce qu'on a du monde? Alors, on a du 5. Merci Nicolas, merci Yassen. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes? Non, pas de questions. 5 pour Encoy également. Alors, Sylvia qui nous dit qu'elle a appris plein de choses. 5. Gabriel Ibanez, un certain Gabriel Ibanez. 5, c'était très bien. Je soupçonne d'être en parenté avec toi, Grégory, non? Tout à fait, tout à fait. Merci Gabriel d'avoir été là. Ah, on a GC qui a réactivé son micro. N'hésite pas à poser ta question. Et on a Cécile qui nous demande si quand on développe une appli, est-ce qu'on doit veiller à ses vulnérabilités? Oui, bien sûr, hein. Donc, après, ce qui va être différent, le métier un peu de Proxiad on fait souvent des applications spécifiques pour un client. Donc là, elles vont aussi avoir des vulnérabilités, mais elles ne seront pas référencées par NVD, parce qu'en fait, NVD ne va référencer que des applications qui sont installées chez plusieurs clients, en fait. Donc, je veux dire, c'est un open source peut tout à fait avoir des applications, peut tout à fait avoir des vulnérabilités qui vont être référencées, mais si nous, on développe, comme on l'a déjà fait par le passé, qu'on le fait encore, une application spécifique, on ne sera pas référencé par la NVD, même si elle est connue. Mais oui, tout à fait, il y a plein de manières de bien développer pour ne pas
pour ne pas avoir des vulnérabilités critiques, notamment de l'SQL injection. Enfin là, bon, il y a des bonnes manières de développer qui nous permettent de ne pas être vulnérable. Eh bien, merci pour Cécile pour ta question. Un Romain qui nous demande quid des outils autres que Wasu. Est-ce vraiment pertinent? Bon, alors oui, je travaille beaucoup dessus. Enfin, je travaille dessus complètement là, depuis plusieurs mois. Donc oui, c'est pertinent, hein. On trouve des faux positifs, hein, quand on remonte. Mais en effet, c'est très très bien, hein. Ça nous permet, je suis dans une entreprise qui gère 5000, 6000 serveurs. Voilà, si on n'a pas ces outils, c'est impossible, hein. C'est un moyen dont la sécurité a pour mettre de la pression pour qu'ils patchent leur serveur et de contrôler que le patch du serveur est bien réalisé, quoi. Donc parfois, ils ont installé l'AKB, enfin installé le patch, mais par exemple, si on modifie le système d'exploitation, il faut redémarrer le serveur. Donc, ok, oui, ils ont installé la nouvelle version, mais comme ils n'ont pas redémarré, du coup, on pointe encore sur l'ancienne version et donc la vulnérabilité est encore présente. Donc oui, je dirais que ces outils sont indispensables. Merci beaucoup. Alors, on a GC qui nous a activé son micro, mais qui nous a dit qu'il n'avait pas de questions. Ça va être un bug technique. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? N'hésitez pas. Pas pour l'instant. Bah écoutez, si personne n'en a, il me reste à vous remercier pour celles et ceux qui étaient là. Vous pourrez dire on était là pour l'anniversaire des Proxy Mondays. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Comme d'habitude, le replay sur YouTube dès vendredi. Et puis d'ici là, on se retrouve dès lundi prochain, pardon, avec Cécile, je crois, qui vient nous parler, nous faire un retour d'expérience. Ce sera animé par mon comparse Laurent. Lundi prochain, et donc même heure, même endroit, et d'ici vendredi pour le replay. Je serai présent avec Cécile. Merci à tout le monde, merci Grégory, à très bientôt. À lundi prochain. Allez Cécile, à la semaine prochaine, rendez-vous tous les deux. Ça marche. Bonne soirée. Allez, ciao. Merci Grégory, merci Vincent. Salut.